Raoul Ruiz, à la fois votre œuvre est d'une très très grande diversité, en même temps, il y a évidemment toutes des constantes chez vous, et en particulier un jeu avec le temps, une ambiguïté par rapport au lieu, vous aimez distordre la narration conventionnelle, et donc en abordant un biopic, peut-être pour la première fois, je crois, dans votre travail, une biographie filmée, comme on dit, la biographical picture, on ne s'attend pas évidemment à voir une histoire chronologique de la vie de Klimt, même si tout dans ce film nous renvoie à Klimt et nous renvoie à la Vienne des Habsbourg, de cette apocalypse joyeuse qui avait été le sujet d'une très belle exposition au Centre Pompidou il y a 30 ans, ou il y a 20 ans, de Jean Clair. Alors, est-ce qu'on peut dire d'abord que d'une certaine façon, ce film est un peu le frère jumeau de votre adaptation de Proust, Le Temps retrouvé, qui était là aussi fait de souvenirs, de fantasmes, de réminiscences, de rêves, et l'évocation d'une société au fond de la même époque que celle de Klimt. Proust est un contemporain. Tout à fait. Et pour moi, c'est, oui, on peut dire, c'est une sorte de contrepartie. Et je me posais depuis quelque temps l'idée, la question est-ce que le temps est arrivé de rendre un peu compte, à ma manière, de l'histoire, des événements historiques. Moi qui suis un peu flottant, hein, l'histoire, c'est quelque chose qui est du domaine du cauchemar et que j'arrive pas à percer comme un fait concret et que je continue à trouver plus ou moins infilmable. Et je sais qu'on a filmé l'histoire, je me suis penché sur comment faire pour rendre compte d'un événement historique, ne serait-ce que de l'année dernière. Et chaque fois, je cite un peu. Bon, bref, c'était une question théorique là. Mais pour Klimt, ce qui m'attirait, c'est comme Proust, hein, cette espèce de cohabitation de la tragédie, de la fantaisie et de la joie, de la tristesse, de la mélancolie, des sentiments qui viennent, qui se mélangent et qui s'entremêlent. Et dans laquelle flotte une espèce de, qu'est-ce qu'on peut dire, la passion. Hein, je lisais hier seulement une petite histoire de Bashevis Singer qui m'intéresse beaucoup, que j'avais pas lu avant, et où il y a des personnages de New-Yorkais qui parlent sur je sais pas quoi, de différentes histoires, pas d'amour, mais quelque chose de proche de l'amour, et l'un dit, d'un coup, il dit, mais Spinoza dit que tout peut être objet des passions. Mais tout, c'est-à-dire la pluie d'hiver, l'effet de glisser sur une escalier au 4e marche tous les jours, ça peut être l'objet d'une passion qui peut bouffer votre vie. Or, tous ces personnages, Klimt et Proust, ces deux personnages, mais d'autres, parce que j'ai l'impression d'avouer ça comme un péché. Oui, c'est une passion. Je ne peux pas m'arrêter de faire des films, et m'empêcher de faire des films, n'importe quel film. C'est du bricolage, je cherche à faire, à mélanger des choses qu'en principe ne devraient pas se mélanger. Voilà, donc je fais des films. Et depuis quelques temps, je m'intéresse à cette espèce de passion inavouée, inavouable, parce que trop bête, peut-être tout petite. Klimt ne m'intéresse pas à ces grands amours que je suis sûr qu'il n'a pas eu. S'il y a eu un grand amour, c'était Émilie Flög, sa sœur, en quelque sorte, peut-être un peu sa mère. Et lui, qu'il était un homme à femme. C'était ni les femmes ni elle, c'était la passion diffuse. On est à l'époque de Freud, donc les pervers polymorphes, comment on dit, tous ces termes qui ont été inventés à l'époque, et tout le monde les manie d'une manière ou d'une autre, d'une manière assez confuse d'ailleurs, il faut dire. Et alors,
pour moi, ce qui était fort dans ces films, la raison qui me pousse à faire ce film, qui n'était pas à l'origine un film que je n'aurais jamais pensé faire un film sur Klimt. Mais on me l'a proposé, et c'était la passion, une espèce de passion de ne pas être lui-même, de bouger de style, de changer. Là, je me sens complètement solidaire de cette passion de ne jamais être moi-même. Alors justement, vous parliez d'une commande qui vous a été faite, comme Proust d'ailleurs. Ce sont 2 commandes. Proust, c'est pas tout à fait une commande. Oui. Proust, c'était, est-ce qu'on fait Victor Hugo? Alors, Paulo Branco m'a dit, mais Victor Hugo, c'est quand même un peu compliqué, trop cher. Proust, c'est moins cher. Alors, on a fait Proust. Mais Fellini disait qu'il ne fonctionnait vraiment qu'avec les commandes. Et en même temps, chaque commande devenait du Fellini. Vous, ça vous gêne pas, finalement, qu'on vous offre cette commande, parce que vous la transformez finalement en un film ruysien ou klimtien, je ne sais pas, entre Klimt et Ruiz. Et alors, ce qui est de commun aussi entre les 2 films, c'est votre interprète principal, John Malkovich, qui était dans votre Proust. Oui. Il était également dans Les âmes fortes. Exactement. D'après Giono. Et vous avez le même chef opérateur, Ricardo Aronovich. C'est-à-dire que c'est un Argentin, Ricardo Aronovich, un Chilien, Raúl Ruiz, et un Américain du Nord, de Chicago, John Malkovich, qui vont évoquer... Faudrait-il ajouter un juif et un goy? Le juif et le goy, c'est... Le goy, c'est moi. Oui, mais vous étiez déjà aussi en tant que Chilien. Et les juifs, c'est Aronovich. Voilà, c'est ça, oui, en dédoublant les personnalités. Oui, oui. Oui, alors tout cela, et Malkovich, qui est un Yougoslave d'origine, mais ça, là, vous vous rapprochez avec la Russie des ancêtres d'Aronovich et les Yougoslaves de Malkovich, on se rapproche de Vienne. Alors, quel est votre rapport, justement, en tant qu'Américain du Sud, avec Vienne? Comment le dire? C'est plus de ce qu'on pourrait croire. Et depuis quelque temps, chaque fois que je commence un film, je retourne au Chili pour voir où sont les racines de ce film, qui en principe, parfois, apparemment, les films n'ont rien à voir avec les Chili. Mais comme les Chili, c'est n'importe quoi et c'est tout. C'est comme la Pologne pour Ubu. C'était une hyper Pologne. C'est vraiment, on trouve tout ce qu'on veut là. On trouve aussi les Yougoslaves surtout. Enfin, mais donc, que d'ailleurs, quand ils sont arrivés au Chili, on les appelait Autrichiens parce qu'ils venaient avec le passeport autrichien, comme les Juifs, les Palestiniens, les Syriens, les Grecs s'appellent Turcs parce qu'ils arrivaient avec les passeports turcs. Donc cette manière de généraliser facilite les choses et les complique. Mais bref, les Chili, pour moi, m'a servi pourquoi? Parce que c'est un livre commun que j'ai répété tellement de fois là, dans toutes mes interviews récentes. Et au Chili, il y avait 3 cafés viennois. Pas au Chili, à Valparaiso. J'ai passé mon enfance à Valparaiso. Chaque fois qu'on avait des bonnes notes à l'école, on nous amenait manger de la pâtisserie viennoise, boire du café viennois, le mélange qu'on appelle à Vienne, et dans un lieu où on projetait des films de Chaplin et on jouait les pianos et les violons. Et alors c'était un peu la fête, mais une fête mélancolique quand même, c'est bizarre. Juste à côté, à 10 mètres, il avait Sabardé, c'était les cafés allemands. On buvait de la bière, on mangeait de hot dog, enfin toutes les choses qui mangent les Allemands, et ils ne se mélangeaient jamais. Peu après, je me suis rendu compte, plus tard, que les Autrichiens, en fait, c'était des Juifs autrichiens. Souvent, il y avait Erich Kleiber. Quand il venait donner ses concerts à Valparaiso, il était là, et puis il restait, et il aimait beaucoup aller au café Rickert, au café viennois, au café Ramisklar. Alors là, sans le savoir, on était en pleine Vienne. C'était une reproduction grandeur nature, un tout petit peu plus grand, peut-être. L'Amérique latine est toujours, on gonfle toujours tout. Donc, il avait évidemment nos parents qui lisaient Stefan Zweig. Stefan Zweig, c'était
un grand best-seller en Amérique latine, et depuis l'âge de 6-7 ans, de temps en temps, à table, on parlait du suicide de Stefan Zweig, disant que c'était le comble. On lui avait donné tout et monsieur avait trouvé bon de se suicider. Voilà. Il y avait Vicky Baum, évidemment. Il y avait, peu après, il y avait Schnitzler, La Honte, grand scandale, interdit par l'archevêché de Valparaiso, le film de Max Ophuls. Et donc la présence de Vienne n'est pas tout petite. Hein. C'est et adolescent, après c'est bon, ça va tout seul. C'est Musil, Thomas Bernhard, mais récemment, enfin, il y a toute une filiation. Mais en même temps, il y a les cercles de Vienne et les cercles de Vienne et l'école de Vienne, dont à Valparaiso, il avait des disciples. Des dodécaphonistes. Oui, dissidents, des dodécaphonistes. Abelardo Quintero, mon professeur de composition, j'ai fait un peu de la musique, et il était l'élève de un monsieur nommé Auer, qu'on ne connaît pas trop en France. J'ai trouvé personne qui le connaisse, sauf le directeur de l'Opéra de Lyon, l'ancien directeur, inventeur des tropos, les tropos de Auer, qui est une manière de faire de la dodécaphonie divergente en utilisant l'accumulation des gammas et de manière que ça faisait un peu de la musique de la Renaissance, un peu une certaine musique dissidente, comment ça s'appelle, des musiciens, de tous les grands polyphonistes de la Renaissance. Mais bon, bref. Et il avait plein de personnages étranges, très étranges, viennois. Le plus influent des critiques, d'ailleurs, qui m'a aidé beaucoup, critique de théâtre, Hans Hermann. C'était un viennois, décadent, et qui est resté intraitable et insupportable jusqu'à la fin de sa vie, mais quand même les critiques les plus importants, les plus influents, plus qu'importants. Mais alors là, vous êtes en train de nous faire une théorie finalement des univers parallèles, parce qu'on a l'impression qu'après l'Anschluss, l'Autriche s'est déportée au Chili. S'est déportée ailleurs, mais aussi au Chili, ailleurs. Et il faut dire que Erich Kleiber s'installait, Carlos a étudié au Chili, il faisait la navette avec Buenos Aires, parce que l'argent était plutôt là. C'est l'Argentine ou le Chili, les deux pays. Mais ils s'arrondissaient leur fin d'année, on va dire. Alors, vous avez cité le nom de Stefan Zweig. Alors, c'est intéressant parce que ça nous fait revenir à votre film. Stefan Zweig était auteur de beaucoup de biographies d'hommes illustres ou de femmes illustres, Marie Stuart, Fouché, oui. Marie-Antoinette, etc. Et votre film n'est pas du tout alors un biopic ou une biographie à la Stefan Zweig. C'est-à-dire que vous avez choisi d'abord c'est les 20 dernières années et puis c'est morcelé. C'est-à-dire que ça se passe dans la conscience d'un homme qui va mourir et où vient par efflux des morceaux psychiques, des morceaux de son psychisme. Je dis involontaire ou involontairement rajouter de l'esprit latino-américain, si on veut. Je me suis dit, à un moment, quelqu'un meurt, il revoit toute sa vie. Ça, c'est un lieu commun dans toutes les cultures du monde. Mais et s'il voyait la vie qu'il aurait dû avoir? Pas beaucoup. C'est pas une vie meilleure. C'est une vie un peu parallèle, un peu de... Oui. Il y a cette expression portugaise, saudade. Oui. C'est la mélancolie des choses qui auraient dû avoir lieu. Ça n'a pas eu lieu, mais elle aurait pu. Et on a la nostalgie de ce qui aurait pu, aurait dû avoir lieu. Bon, voilà, c'est lui, c'est la même vie. Tout est vérifiable. Il est venu à Paris. Il a eu la médaille d'or à l'exposition universelle. Il n'a pas rencontré, ou peut-être qu'il a rencontré Méliès. Oui, parce qu'il faut dire pour les auditeurs, mais il aurait pu. Il faut dire que pour les auditeurs, dans votre film, Klimt rencontre Méliès. Et Méliès, vous êtes plutôt du côté de Méliès que de Lumière, votre cinéma. Si on fait la fameuse distinction Méliès, Lumière, la réalité et le rêve ou le fantastique, vous êtes plutôt pour les jeux optiques, pour les distorsions, pour un univers fantasmatique qui est plus proche de Méliès que
que de l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Oui, mais étant par nature conciliateur, j'ai toujours rêvé de faire de mettre ensemble Méliès et Lumière. J'avais une idée, une fois, de faire un film où Méliès et Lumière font un pari. Et qui fait... il s'agit de faire le tour du monde. Et l'adaptation de Jules Verne, le tour du monde en 80 jours. Et donc, Lumière fait le tour du monde, enfin, il envoie ses reporters, comment on dit, ses opérateurs faire le tour du monde. Et ils font les paris, ils les font en 80 jours. Et Méliès reste à Paris, et il les fait aussi. Et puis, ils font des échanges parce que parmi les choses qui tournent de lumière, il y a l'apparition de la Vierge, il y a des choses qui ne correspondent pas à l'éthique positiviste de lumière, tandis que Méliès, il y a des gens qui meurent sur scène, et ce qui correspond à l'éthique plutôt lumière, donc ils s'échangent des images. Alors, on peut dire que dans votre film, ce qui est frappant, c'est, disons, un peintre qui peint de façon frontale et statique. Le mouvement n'existe pas. Par exemple, chez Klimt, dans la peinture de Klimt, les personnages sont presque prisonniers du décor. C'est presque antagoniste avec le cinéma, qui est par définition mouvement. Oui, mais vous savez, si vous voyez les films d'Hitchcock, les hors-champs a une importance relative parce que il y a une espèce de compression des choses à l'intérieur du champ. Le hors-champ existe, il existe toujours, mais chez Klimt aussi. Ce qui m'a fasciné à Klimt, c'est la volonté d'aplatir. Il y a si on se met au cinéma, il y a un côté Antonioni chez Klimt, à l'utilisation de téléobjectifs. C'est-à-dire, si on utilise un téléobjectif, lui, il faisait ça littéralement. Klimt est plus proche du cinéma de ce qu'on croit. Il faisait des photos. Il faisait juste pour ces tableaux, les portraits des dames qu'on a rendus récemment aux États-Unis, que l'Autriche a rendu à leurs propriétaires légitimes, comme on dit. Et dans ces tableaux, il a fait des centaines de photos avant. Donc la photo faisait partie de ces tableaux. La conception du tableau était liée à la photo. Quand il peignait les paysages, il utilisait les télescopes. Ça faisait au début du film quelque chose, c'était un élément très important, les éléments. D'ailleurs, il reste des traces. Le microscope est là, mais pas les télescopes. Enfin, mais il y a parfois une espèce il y a des instruments optiques, en tout cas. Il y en avait aussi dans Le Temps retrouvé. Oui. La caméra oscura. Oui, tout à fait. Mais ces éléments qui, quand on voit les tableaux de Klimt, on dit que ça n'a aucun rapport ni avec le cinéma ni avec la photo. En fait, on peut rendre compte de l'effet Klimt, on va dire ça, on va l'appeler comme ça, si on fait bouger les fonds pour les rendre plats à vue. Il fallait mettre les fonds donc dans des rails, sur des rails, on met un miroir à demi-réfléchissant, on met deux fonds qui s'approchent et qui aplatissent à vue l'image. Ça arrive 3 ou 4 fois dans les films. Et c'est une manière de rendre en mouvement l'effet Klimt des platitudes. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est, bon, on a parlé souvent dans vos films de le fait de pouvoir mélanger le rêve et la réalité. C'est-à-dire, il n'y a pas de frontière vraiment entre... Mais il n'y a pas. Voilà, c'est très surréaliste de ce point de vue. Mais il y a aussi, vous abolissez aussi les frontières entre le dedans et le dehors dans ce film. Par exemple, il neige dans la chambre d'hôpital. Oui. Donc c'est un peu dans l'espace ce que vous faites avec le temps. Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas de différence entre l'espace et le temps, en tout cas dans ces films. La durée, c'est quelque chose de très mystérieux. Voyez-vous, imaginez, vous avez vécu sans doute ça. À un moment, vous regardez l'heure, on va dire, il est 6h30. Et puis, si vous êtes seul surtout, il y a plein de choses qui se passent.
Et après, vous regardez l'heure, il est encore 6h30. Alors, on dit, bon, c'est de la psychologie. On a eu l'impression, effectivement, les cerveaux fonctionnent d'une telle manière. Mais et si on habitait dans une espèce de tempête, dans un cyclone, à l'intérieur d'un cyclone, et nous-mêmes, c'est une expression qu'avait utilisée Varela, le physicien chilien, et nous-mêmes, nous serions des cyclones, des tempêtes. Cyclones. Oui, des cyclones, des tempêtes. Peut-être que là, on change simplement d'un temps à l'autre. Et on a été pendant 0 temps, dans les temps des horloges. On a été, on a vécu, mettons, un temps très long, étiré, c'est-à-dire, on n'a pas vécu plusieurs années. On a eu une espèce un phénomène d'élasticité du temps. Ça, là, je parle d'un lieu commun de physique contemporaine. Mais au cinéma, les conséquences sont importantes. C'est-à-dire, là, je parlais d'un petit détail qui est un peu technique, si vous voulez, là, une des notions un des aspects de la mémoire traité par un nommé, comment s'appelle-t-il, Schachter. Ça a fait d'ailleurs un film, ce qu'il a découvert. Il a découvert qu'il avait une mémoire implicite. Il se demandait pourquoi les amnésiques, puisqu'ils sont amnésiques, se souviennent des temps des choses. Et alors, il a commencé à faire des recherches. Il est américain, donc il a fait plein de tests. Dans les tests, il a fait, par exemple, au lieu de mettre, et il disait, par exemple, un amnésique, Athènes, Berlin, Paris. Et puis il disait, répétez ça. L'amnésique ne savait pas, il avait déjà oublié. Et alors il disait Athènes, Paris, voilà, Paris, ou Bruxelles, je ne sais pas. A, B, P. Les premiers mots. Et là, il se rappelait. Alors il a dit, donc ça vient d'une autre partie du cerveau. Et là, il a commencé à développer la théorie des primes, les primeurs. C'est-à-dire une autre manière de conserver dans les cerveaux, d'une manière, disperser dans les cerveaux, les neurologues vont être fâchés, mais je le dis comme je peux, des éléments de la mémoire qu'il appelle implicites, faute de mieux, qui est ce qui peut être utilisé dans le cinéma. Si vous mettez plein d'images secondaires dans une séquence que personne ne peut percevoir directement, ils vont rester. Si vous gérez ça bien, d'une manière, on va dire, poétique, inspirée, ils vont revenir, ils vont créer une espèce d'émotionnalité différente qui ne vient pas de l'histoire, ni de la manière de jouer, ni de la photo. Ça vient de quelque part dans les cerveaux qu'on a. Ça peut s'exprimer d'une manière comme provocation, d'une manière provocative, en disant vous regardez les films, mais les films vous regardent aussi. C'est-à-dire, le film provoque un film à l'intérieur de vous, et ce film-là se communique avec celui de l'extérieur. Ça a l'air farfelu, mais il y a du vrai, je crois, dans ça. C'est-à-dire les films importants, pour les gens qui les voient un par un, pas pour le public, ces films sont des films qui sont créés par chaque spectateur, et il peut se les passer les soirs. Alors qu'un spectateur, ça m'est arrivé surtout avec des très jeunes, me disent « Comment ça se fait que chaque fois que je vois votre film, je vois un autre film, pas le même ?» Puis c'est normal parce que tu es en train d'alimenter les films que tu as déjà vus avec des images qui complètent ça d'une autre manière. Donc c'est un autre film. C'est chaque fois, ça serait un film différent. Alors ce film, vous l'avez écrit seul. Parfois, vous avez un co-scénariste, là, vous avez écrit seul. Mais comment vous viennent des idées, par exemple? Parce qu'il y a aussi tout un imaginaire assez déchaîné. Par exemple, l'idée de la scène avec les cannibales, par exemple. Quelqu'un qui ferait un film sur Klimt. Et là, c'est cannibales, vrai, hein. Qui est en parallèle avec la scène avec la cage et le masque du gorille au bordel.
Bon, j'ai parlé des primes, ça veut dire ça. Ça veut dire des échos à l'intérieur du film qui sont en principe pas importants. On voit d'abord Klimt se promène dans l'exposition universelle. On voit ce ça a eu lieu, des cannibales, mes oncles, on va dire, des cannibales qui venaient du sud du Chili, qui n'étaient pas cannibales, hein. C'était pour vendre la chose. Alors ils étaient dans des cages, ils ont été montrés comme ça. C'était les fameux zoos humains. Très à la mode à l'époque, plus à la mode à l'époque d'Auschwitz. D'une autre manière. C'était les abattoirs humains. Puis, cette image des cages qui devrait frapper indirectement l'imagination des gens qui voient les films, et réapparaît quand le ministre de la Culture et Klimt, dans un bordel, sont mis dans une espèce de mise en scène, sont mis à l'intérieur d'une cage. Et alors c'est eux, les cannibales. À l'extérieur, il y a des prostituées, des dames jolies, avec des moustaches, des faux moustaches. Et puis, eux, ils doivent mettre une tête de gorille. Si vous connaissez la frise de Beethoven, de Klimt, vous reconnaîtrez tout de suite la partie où il y a les bordels, et entouré des prostituées, il y a une espèce de gorille. Voilà. Et puis, si vous regardez un peu plus, il y a partout des cages, avec des lapins, avec des singes. Alors ça, on peut appeler ça des résonances. Ces résonances réveillent ces fameux primes. Et soit dit en passant, vous savez que ces primes sont à l'origine d'une espèce de feuilleton américain. Il a eu un fameux procès parce que si ces primes existent vraiment, ça veut dire qu'un scientiste qui découvre quelque chose pour la compagnie Bell, il est à tout jamais acquis à la compagnie, à la Bell, parce que s'il passe à une autre compagnie, mettons, je sais pas, n'importe, à Texas Instruments, il va quand même garder ce qu'il a découvert à Bell. Donc lui, il lui appartient à la Bell à jamais. Est-ce que Malkovich a joué le jeu avec vous? Il entrait totalement dans votre fantaisie. Et moi, dans la sienne, ça, vous savez, il y a une notion qui s'appelle les subtotales, que j'aime beaucoup. Le subtotal? La subtotalité, que c'est la totalité plus les points de vue. C'est que permet de dire qu'un comédien, un technicien, les réalisateurs, tout le monde font leur film, c'est leur totalité, et si on harmonise ça, leur totalité peuvent servir au film. Et lui, donc, il faisait son film, moi je faisais les miens, Aronofsky faisait les siens, et on faisait tous le même film. C'est-à-dire, pour nier la notion, ils ont fait ce que je voulais rien du tout. La volonté, c'est l'ennemi de la mise en scène, je crois. C'est l'ennemi du cinéma. Quand il dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» on demande « Comment ?» Je change de avis tous les 5 minutes, donc je peux rien répondre. Merci Raoul Ruiz. Je crois que cette conversation est une très bonne introduction. Elle donne très envie, je suppose. Moi, j'ai vu le film déjà 3 fois, mais je pense que quelqu'un qui ne l'a pas vu a très envie de pénétrer dans cette évocation totalement originale donc de la Vienne fin de siècle et de Klimt, le grand peintre viennois. Donc je rappelle que ce film sera sur les écrans à partir de mercredi prochain. Merci beaucoup Raoul Ruiz. On peut trouver également en DVD avec un très long entretien avec Jérôme Prieur 3 de vos films, L'hypothèse du tableau volé, La vocation suspendue d'après Klossowski et Les 3 couronnes du matelot chez Wildside. Merci, et c'était Projection privée, donc une émission de Michel Simon, équipe de réalisation Michel Mestre et Pierrette Perronneau. Vous pouvez retrouver cette émission pendant une semaine sur le site franceculture.com, et dans quelques instants, ce sera Le Chantier.